Bonjour et bienvenue sur Reset Your Mind. Vous écoutez le 87e épisode. Aujourd'hui, je reçois une femme dont la cuisine raconte des histoires. La cuisine? Oui, oui, vous avez bien entendu. Une femme qui soigne avec des saveurs, avec de la poésie, du frais, du vivant. Louise Gouillet, alias Viva Gaia sur Instagram. Elle est naturopathe, elle est aussi chef cuisinière et surtout c'est une artiste du soin. Et vraiment, j'aimerais que vous reteniez ce terme-là, une artiste du soin. Je l'ai connue lors d'une retraite de yoga et j'ai découvert à quel point manger sain pouvait être gourmand. Oui, vraiment gourmand. C'est ensuite devenu la chef sans qui je ne veux pas faire de retraite. Donc c'est vrai qu'à chaque retraite, Louise fait partie de toute cette expérience que l'on vous propose. Parce qu'elle a ce truc en plus, cette accessibilité, cette connexion aux besoins des autres, alors qu'ils ne le savent pas eux-mêmes. Et si elle est là aujourd'hui, c'est pas pour nous donner une leçon de bien-être, mais plutôt une leçon de vie, ou en tout cas, une ouverture d'esprit de vie. J'ai appris à la connaître et je trouve son histoire fascinante, puissante et inspirante. C'est l'histoire d'une renaissance, d'une reconnexion à soi et de ce qui nous fait vraiment, vraiment vibrer, ou pour reprendre une expression de Louise, de ce qui nous met en joie. Et Louise, tu le sais, tu me fais penser à un petit lutin plein d'énergie et d'ondes positives. Enfin, un grand lutin, puisque tu es quand même plus grande que moi, et c'est pas peu dire. Alors, dans cet épisode, nous allons parler de naturopathie, bien évidemment, et pourquoi tu pratiques cette activité. Qu'est-ce qui t'y a amené? Parce que le chemin n'a pas été des plus simples, des plus faciles, et pourtant aujourd'hui, tu rayonnes dans cette vie, dans ce microcosme que tu t'es créé. Donc bonjour Louise, sois la bienvenue. Merci Stéphanie. Dis-moi Louise, je t'ai présentée comme ça parce que c'est ma perception des choses, mais et toi, si tu devais te présenter, qui es-tu? Je suis Louise, je suis naturopathe. Je suis installée dans le Perche. Aujourd'hui, je vais recevoir des personnes en consultation dans mon cabinet. Donc ça, c'est la partie plutôt individuelle. Et je vais recevoir aussi des personnes, plutôt des groupes, pour lesquels je vais cuisiner lors de retraites, de séminaires. Donc c'est deux formes de transmission, mais c'est passionnant. Enfin, les deux m'animent. C'est quoi qui t'anime justement entre ces deux liens? Bah, c'est déjà de rencontrer des individus tous très différents, parce qu'en Mhm. fait, je m'attendais vraiment en cabinet à avoir des femmes de 35 à 55 ans et finalement, c'est beaucoup plus vaste que ça. Donc c'est de rencontrer et puis de transmettre. Et puis, c'est un échange parce qu'en fait, moi j'apprends aussi beaucoup de ces personnes-là, donc c'est infini en fait. Pourquoi est-ce que tu es partie? Donc déjà, qu'est-ce qui t'a amené à créer ce métier et à créer cette activité de naturopathe et de chef? Il y a ce lien, cet échange, ces rencontres qui t'animent, mais comment tu arrives à matcher les deux? Parce que c'était pas prévu. Non, c'était pas prévu, mais si je repense un peu à tous les moments où j'ai dû, penser à ce que j'avais réellement envie de faire, au final, la cuisine, elle était toujours là. La cuisine saine était là. Mais en fait, je pense que je n'arrivais pas encore à axer les 2. Parfois, la cuisine revenait plus fortement et puis après, c'était plus le soin, le corps, vraiment les techniques naturelles. Finalement, c'est la naturopathie qui a pris le pas. Peut-être un jour, j'ai décidé de me former. Il y avait toujours cette idée de cuisiner pour les autres. Moi, j'adore l'idée de recevoir, de mettre du soin et en fait, le soin qu'on va apporter en cabinet, il peut très bien se retrouver dans l'assiette. Et à un moment donné, je crois que c'est une amie qui m'a vraiment, qui n'avait personne pour cuisiner pour un séminaire et qui m'a demandé. Et c'était comme un petit coup de pied aux fesses pour me dire bon, bah, go en fait. Et c'est comme ça que je me suis lancée. Et c'est devenu une évidence après? Ouais, en fait, je me suis éclatée. Vraiment, j'ai adoré. Mhm. Cette petite excitation, l'idée de tout bien préparer, le contact avec les producteurs aussi, d'aller vraiment à la recherche des bons produits, de sortir aussi de mon cabinet, de faire des choses. Enfin, c'est pas la même approche, quoi. D'être un peu plus dans l'anticipation. Et au final, ouais, je me suis éclatée et en fait, c'est venu naturellement. Il y a eu des demandes comme ça et puis ça a été assez fluide. Et c'est comme ça, en fait, que tu as créé, mine de rien, ton métier, ton activité où tu vas partager donc ces, consultations, je dirais, en cabinet, où tu Ouais. peux recevoir en physique ou même à distance. Je sais que tu fais aussi à distance et puis cette activité à côté qui est quand même très prenante aussi de, OK, cuisiner pour des retraites, mais tu as évoqué le terme séminaire. C'est que même des entreprises maintenant, font appel à toi pour ça,
pour cette cuisine saine, alors totalement végétale ou pas, puisque tu combines les 2, Ouais. mais en tout cas cette volonté de, y compris en entreprise, d'apporter, du soin et beaucoup de poésie, puisque bon, moi j'ai eu le privilège de savourer tes plats à plusieurs reprises, du soin et de la poésie en fait dans l'assiette. Oui, c'est ça et ce qui est, intéressant, c'est que, ben, parfois, je touche des gens qui ne mangent, que très peu de légumes, alors même si, pour les séminaires, souvent, je vais cuisiner aussi, de la viande ou du poisson. En tout cas, il y a cette approche, naturo qui vient un peu en sous-jacent de rapporter plus de vivant, d'apporter des saveurs qu'on n'a pas forcément l'habitude, certaines épices, des techniques de cuisson, et au final, je me dis que ces personnes-là, elles vont, peut-être ressentir un allègement ensuite, elles vont se sentir mieux, pour, le déroulement du séminaire et souvent il y a des retours et je me dis que l'impact il est, même si c'est 3 personnes sur 10, en fait, il y a Mmh. toujours une petite graine, qui est semée, quoi et c'est hyper intéressant aussi de voir, parfois des gens qui arrivent avec des préjugés sur la cuisine, plus végétale et qui en fait, sont hyper ouverts. Ah, tu as cette capacité-là de convaincre sans prouver, juste en proposant, en soumettant et de convertir effectivement à des saveurs complètement oubliées, nouvelles, inconnues. Oui, oui, en plus, moi je crois pas du tout au fait d'imposer quelque chose, enfin, tu vois, moi-même, si tu m'imposes de manger, des choses, tu m'imposes un régime, je pense que je vais pas du tout avoir envie de le tenir et c'est plus par la suggestion, par le jeu. C'est comme ça que j'ai envie de l'aborder, en fait. De twister, de faire une recette, qui est très classique, mais d'apporter d'autres, petites, lectures et je pense que c'est comme ça qu'on fait bouger, des lignes. Tu les amènes à eux-mêmes trouver le chemin. Ouais, moi je me souviens que à chaque fois, j'ai l'impression de bien manger parce que c'est très gourmand ce que tu prépares, mais aussi de me soigner, de prendre soin de moi, de mon intérieur et ça, c'est quelque chose qu'on oublie, qui est jamais, en top priorité, qui est plutôt, au fin fond de la liste des sujets à adresser et toi, tu l'amènes de manière, alors encore une fois, très poétique parce que je trouve tes plats toujours, très raffinés, très travaillés, aussi bien dans le visuel, que dans les saveurs, mais avec cette, ouais, ce twist sans imposer, sans prouver que c'est ça qui est meilleur, plutôt en expliquant, en amenant, en connectant. Oui, oui, parce qu'en fait, ma cuisine, elle est quand même, très simple. Je vais pas du tout chercher, des choses compliquées, mais c'est plus, par la simplicité et se dire: «Voilà, là, c'est la saison de tel ingrédient, enfin de tel légume, comment on peut, le rendre sympa et le twister?» et moi, j'aime bien quand même, faire découvrir, des légumes, qu'on a ou redécouvrir ou tu vois, par exemple, la betterave, souvent, moi, j'ai des gens qui me disent: «Ah, j'aime pas la betterave». Et puis finalement, on a réussi quand même ou toi avec le fenouil. Heu en fait, par d'autres biais, on arrive à se dire: «Ah mais tu vois, le goût évolue quoi. Peut-être qu'à un moment donné, tu n'aimais pas ça, mais il y a peut-être d'autres façons de le cuisiner pour que, ben, finalement, tu apprécies» et puis aussi, bon moi j'ai de la chance d'habiter dans le Perche, on a des super maraîchers, des producteurs, qui cultivent des légumes, enfin qui sont délicieux et en fait la base, elle est bonne. Donc il y a Mmh. ça aussi. C'est plus facile. C'est pas une carotte de chez Intermarché ou qui va être un peu fade, là, elle a du goût. Donc en fait, une bonne cuisson et hop ou pas de cuisson, mais et une bonne huile, des bonnes épices et c'est Mmh. bon. On va revenir sur la partie naturopathie, après, en 2e partie du podcast. Avant d'en arriver là, avant d'être là aujourd'hui, il y a eu forcément, un déclic qui t'a amené à la naturopathie puisque tu as commencé ta carrière dans un milieu complètement différent, à faire complètement autre chose. Tu étais d'ailleurs plus dans le Perche. Quel a été ce déclic justement et qu'est-ce qui t'a amené à switcher? Parce que tu as vraiment complètement changé de vie. Moi, je travaillais à Paris dans le commerce et ça me en fait, le contact avec les gens me faisait beaucoup de bien. En revanche, les techniques, managériales, me détruisaient, vraiment, me scalpaient, vraiment et sauf que donc il y avait énormément de signes, mon corps m'envoyait des signes tout le temps et je ne voulais absolument pas les voir. Jusqu'au jour où j'ai fait un urticaire géant. Donc là, tu te retrouves avec ton corps recouvert de plaques qui grattent évidemment, c'est un Mmh. urticaire. Ouais, c'est intéressant parce que mon corps s'est recouvert, sauf le visage et sauf les mains.
Donc vraiment tout ce qui Ah. pouvait être caché, c'était inflammé et sinon le reste était neutre. Donc j'ai eu ce petit répit-là. Mais là, il y a eu un petit stop quand même. Là, j'ai plus pu, en fait. Et en faisant un petit travail pour regarder ce qui allait pas, en fait, je ne captais pas du tout que le matin, en fait, je vomissais avant d'aller travailler. Ça m'arrivait de tomber dans les pommes au travail. Voilà. Ok. Mais Et toi, tu dis petit signe, c'est ça? ouais, c'est des signes. Parce qu'en fait, quand t'as pas du tout envie de les voir, Mm. tu continues et tu mets tes bonnes œillères et tu fonces et tu te dis non, non, mais ça va aller. Parce qu'en fait, je voyais pas d'alternative, je ne voyais pas d'issue de secours. Et je me disais, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Ouais. Jusqu'au jour où j'ai fait cette urtica et là, vraiment, en fait, j'étais dans une profonde détresse et tristesse. Et là, j'ai pu quitter mon travail. Voilà, mais je suis quand même restée, c'était un beau burn-out et je suis restée dans un état vraiment de sidération pendant un bon moment quoi, à plus pouvoir, je me levais mais voilà, tout était fade, enfin ouais et puis aucune envie. Donc il y a eu ça. Je suis remontée un petit peu, progressivement, enfin j'ai remonté un petit peu la pente. À peu près 5 ans plus tard, j'ai eu un bon choc aussi qui là, vraiment m'a permis, de me dire: «Go, maintenant tu te formes et tu y vas quoi. C'est Mm. maintenant, c'est pour toi, fonce en fait». Et en fait, Pourquoi? moi je pense que j'ai besoin parfois d'avoir des chocs, des choses où vraiment je touche un peu le fond, pour pouvoir, remonter, bien. Je sais qu'après ça, c'est ma capacité, je remonte, plus fort quoi. Ça me donne un élan, ouais, vraiment puissant. Pourquoi, selon toi, est-ce qu'on attend? Parce que t'es pas la seule que j'entends me dire, moi j'ai attendu vraiment d'être au fond du gouffre pour rebondir. Et pas forcément qu'une seule fois. Il m'a fallu un ou 2, voire plus parfois électrochocs pour vraiment, rebondir ou m'autoriser à écouter. Pourquoi est-ce que selon toi, on attend aussi longtemps, avant d'agir? Pourquoi est-ce qu'on doit limite toucher le fond pour prendre conscience de certaines choses? Bah, dans le cadre du burn-out, clairement, c'était vraiment le syndrome de la bonne élève, qui veut tout bien faire et en fait, qui se donne à fond pour réussir, pour faire, en sorte que ça se passe bien. Ça, c'était ça, que ça se passe bien, que ce soit fluide, voilà. Et c'était un peu, une manière à moi de contrôler, cette partie-là. Mais au final, c'était pas vraiment ce qui était bénéfique, enfin, c'était pas ce qui était bon pour moi. Donc en Il y a fait, tu as aussi vraiment cette dichotomie ou ce paradoxe entre, il faut que je ressemble à ça, une construction d'un idéal, d'un modèle, dont les gardiens sont souvent le regard des autres, mmh. même si, certains sont très bien intentionnés, mais quand même. Et toi, c'est cette envie de rentrer dans ce moule-là, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est carrément je pense le regard des autres. Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Comment tu l'axes? Qu'est-ce que tu as fait comme études? Qu'est-ce qu'il va falloir que tu fasses ensuite et comment ça va se dérouler? Comment tu vas progresser? Comment progressent tes amis et toi, à quel niveau tu en es? Puis quel regard tu te portes, toi aussi, tu vois, dans cette idée-là. La peur de ne pas y arriver aussi, ça c'était de l'échec, tu vois? De se dire: Mmh. «Ah mais en fait si, je n'y arrive pas, qu'est-ce que je fais?» C'est quand même dur de se dire, «Bah non, en fait, j'ai fait des études», tu vois? Moi, j'ai fait des études de commerce, mes parents ont payé des études, à la fin, je fais pas du tout ça. Mmh. Donc il y a ça aussi, de se dire: «Ah oui, OK, d'accord». Il y a toute cette narration sociale, en fait. Bah, la narration sociale, ouais, en fait, et te dire: «Bon, bah, ce que tu as fait, ça n'implique pas que toi et donc tu as un peu, une petite responsabilité et tu te dois de continuer sur la voie qui a été lancée, au moins pendant un moment, parce que sinon, bon, ben, qu'est-ce que les autres vont en penser? Et puis au final, je pense que, ben, on n'offre pas un si large, panel de possibilités aux étudiants. Je trouve qu'en France, en fait, on vient vraiment, catégoriser, tu fais telle étude, OK, tu vas faire tel type de travail et tu vas t'enfermer dans un schéma, alors qu'en fait, on a un panel qui est hyper large. Mmh. Et si on donne la capacité aux jeunes, d'explorer, et de les rendre vraiment acteurs, curieux, sensibles, cultivés, je pense qu'après le panel est très, très large. On peut faire plein de choses, mais encore faut-il, avoir, assez de confiance en soi pour se donner, cette capacité-là et foncer. Ouais, et c'est vrai que c'est pas ces soft skills-là, pour reprendre le terme,
que l'on développe tout au long du parcours scolaire, quel qu'il soit, que ce soit assez tôt ou plus tardivement dans des études secondaires ou des grandes écoles de commerce. C'est pas forcément ça, c'est plutôt comment rentrer dans le moule et cocher les cases. Oui, cocher les cases assez vite et de manière assez, enfin, faut performer, quoi. Ouais. Il y a beaucoup d'exigences aussi dans ce que tu dis. Quand on préparait cet épisode, tu me disais qu'il y a pendant cette période-là de sidération, c'est un terme qui est très fort et qui est très intéressant à retenir parce que dans ce cadre de burn-out aussi, c'est souvent ce qui se passe, c'est qu'on est tellement au bout de l'épuisement, en fait, que il y a plus d'envie, il y a plus de joie de vivre, c'est vide et ce terme sidération revient fréquemment. Toi, pendant cette période-là, tu entends des phrases aussi, Ouais. qui avec la meilleure, intention du monde parfois, qui ne passent plus. Celles qui blessent, que l'on ne devrait pas forcément dire à quelqu'un qui est en burn-out justement. Tu peux nous en citer quelques-unes qui t'ont plus, marquée? Oui, oui, bah, en fait, c'est des phrases, vraiment de proches, qui sont, plus, inquiets pour, nous et qui Mmh. vont se demander et qui sont un peu maladroits, mais «Alors, quand est-ce que tu postules? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui?» Alors ça, «Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui?» Je pense que c'est le pire parce qu'en fait, quand on est en burn-out, on a tellement, eu un stress intense qu'on a juste besoin on a eu tellement de fortes, émotions, d'activités, plus qu'en fait, on a juste besoin de repos et donc moi, j'avais juste besoin d'être sur mon canapé ou de faire des siestes et de dormir, vraiment, de ne rien faire. Je ne Ouais. pouvais pas, en fait, mon cerveau ne sectionnait pas. «Tu des pistes, quand est-ce que tu vas retrouver un job?» Et en fait, plus ces personnes me disaient ça et plus je me sentais comme vraiment, enfin, plus ça me dévalorisait et plus mon estime, personnelle était dégradée Mmh. et donc c'était vraiment tout le enfin c'était contre-bénéfique donc j'avais vraiment demandé à mes proches, je leur avais dit: «Écoutez, quand j'ai des pistes de réflexion, quand je sais, ce que j'ai envie de faire vraiment, quand ça vient, je vous en parle, mais en fait, ça sert à rien de me demander toutes les semaines si j'ai postulé, si j'ai trouvé, là, c'est pas maintenant et c'est pas grave, quoi». Ouais, tu as dû faire face aussi à cette incompréhension du monde extérieur, en fait, Parce qu'en fait, quand tu as tu rentres pas dans les 25 cases. ans, normalement, tu es censé performer, tu es censé être dans la pleine puissance, tu es censé, mais plein de choses, quoi et parfois, bah, non, tu peux pas, en fait. Tu Oui, aimerais bien, hein, tu mmh, adorerais être comme tes amis, qui y vont, enfin, qui sont à fond, mais tu ne peux pas et ça peut arriver à 25 ans comme, 35, 45, je pense que c'est dans ces moments-là, ouais, faut vraiment réussir à se préserver et se dire, enfin, aller vers des personnes, qui ne vont pas être jugeantes, ne pas attendre en tout cas, et se faire aider, quoi. Mettre du soin à ce moment-là, c'est hyper important, je pense. ouais. Trouver des gens à l'écoute et qui sont en capacité d'accueillir ça, quoi. Je dis souvent que le burn-out, tu sais, c'est une espèce de vallée de la misère et en fait, le burn-out, tu sautes au-dessus pendant très longtemps entre qui tu es toi et qui les autres. Ouais, Et quand je dis les autres, c'est avec un très grand A. La société, l'éducation, le milieu social dans lequel tu évolues attendent. Et tu as cette vallée de la misère là, du burn-out et en fait, tu passes ton temps à sauter au-dessus, mine de rien. Alors parfois, il y a un pont et c'est cool, ou c'est pas très loin et ça va, mais plus c'est loin de qui tu es fondamentalement ou qui tu as envie d'être et qui on t'impose d'être et plus c'est un effort quotidien perpétuel et c'est ce qui fait qu'au bout d'un moment, parfois, on tombe dans cette vallée de la misère, mais qu'on n'est pas obligé d'y rester longtemps non plus. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui résonne, pour toi? clairement, la vallée de la misère, on n'est pas obligé d'y rester longtemps, mais je pense que quand même, en fait, faut juste, lâcher, quoi. Dans ces moments-là, c'est peut-être le plus dur, hein, Ouais. parce que le bon élève, il a pas du tout envie de lâcher, mais je pense que de lâcher prise et de se dire, de laisser faire, en fait. De toute façon, tu peux rien faire d'autre. Donc si tu laisses faire, que tu prends ce temps pour te reposer, ce temps de repos et de rien, de vide, qui est complètement absent de nos sociétés, actuelles, hein, où Ouais, vraiment faut que ça c'est aille ça vite, aussi, hein. où tu zappes, où tu tac, 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 tout va plus vite, tu as que des outils, pour performer. Mmh. Bah, là, en fait, on te demande, en tout cas, je pense que c'est bien de faire l'inverse et de lâcher totalement, de se reposer et tu vois, il y a un peu, cette métaphore du quand tu vas, faire du surf et que tu tombes de ton surf. Mmh mh. En fait, les profs te disent, si tu résistes, en fait, si tu passes derrière les vagues et que tu résistes, en fait, tu vas jamais revenir sur le rivage. Faut juste te laisser aller et à ce moment-là, la mer, elle te ramène tout seul. Si tu résistes, tu vas tout le temps être pris
dans le courant et tu vas jamais remonter, en fait, ça marche pas. Ouais. Lâche et tu reviendras à la surface, ça va peut-être prendre un peu de temps, mais et sur le rivage et c'est comme ça, en fait, que tu retrouves, Ouais. tu te Ah, mais laisses faire. Laisse parce faire, que la la vie, résistance et effectivement, le burn-out, ça touche, des gens, très performants la plupart du temps. Ceux qui veulent pas lâcher justement, qui tiennent le coup, qui sont là, qui sont toujours présents. Mais cette résistance, tu as raison, elle consomme de l'énergie aussi. beh, oui, oui et puis, en fait, être dans la résistance, tu résistes, tu forces, tu t'écoutes pas, en fait, dans ces Mmh. moments-là. C'est impossible Mmh. et c'est comme ça que tu passes à côté, comme moi je l'ai fait, à côté des signaux. Mais le burn-out, ça dure longtemps et c'est dur, hein, ça détruit profondément, je pense, Du c'est très long de se remettre d'un burn-out. Et du coup, la question suivante que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que l'on se remet vraiment d'un burn-out? Je pense que oui, on peut se remettre d'un burn-out. Peut-être pas dans tous les cas, mais en tout cas, je pense que vraiment il y a des personnes qui peuvent tomber dans des dépressions très profondes, Bah, plus tu résistes et plus tu te remets dans le même contexte ou dans les mêmes dispositions et en fait, je pense plus tu te réexposes Mmh. aux mêmes, irritants, si je puis dire. Oui, c'est ça. En fait, je pense que si tu arrives à sortir de la situation, prendre du recul, enfin, si tu as la possibilité aussi, hein, prendre du recul et faire un travail pour, observer, ce qui était en jeu et quels mécanismes, tu avais mis en place, pour en arriver là. Oui, je pense que c'est possible d'en sortir parce qu'en fait, notre corps, il est quand même très adaptatif. Donc dans des stress intenses, en fait, il va aussi apprendre de ces stress. Encore faut-il, apprendre, enfin réussir à voir, d'où viennent, comment sont construits les mécanismes, hein. Il y a vraiment ce message du coup dans ce que tu dis qui est, on peut se remettre d'un burn-out à condition aussi de s'autoriser à s'écouter et à identifier ce qui nous a menés là Ouais. et mettre en place d'autres approches. Oui, oui, c'est ça. En fait, c'est vraiment, encore une fois, tu vois, en naturopathie, on va un peu être comme un détective avec une loupe où on va aller chercher la cause du problème. Et bah, là, dans le burn-out, c'est vraiment d'aller chercher pourquoi je suis arrivée dans cette situation-là? Qu'est-ce que moi j'ai fait pour en arriver là? Et puis peut-être aussi, quel est mon environnement et quels sont les mécanismes en place dans mon environnement actuel et peut-être même au niveau des schémas, familiaux, quoi. Qu'est-ce qu'on m'a transmis? Quelle pression, j'ai sur les épaules? Quelle peur, je peux avoir? Des peurs qui peuvent être totalement irrationnelles, hein. Mais observer et se dire: «Comment, je vais faire maintenant pour, ne pas reproduire ce schéma qui est délétère pour moi?» Comment faire le tri dans ces peurs aussi ou ces croyances dont j'ai potentiellement hérité, soit hérité, des ascendants, soit hérité du milieu scolaire, du milieu professionnel, social, peu importe dans lequel on a évolué et qui ne sont pas les nôtres Oui, aussi. c'est ça. Il y a plein de facteurs qui sont, il y a plein de croyances, limitantes, de croyances familiales, qui sont là, présentes et en fait, c'est ça vient vraiment, pourrir, je pense, une grande partie des gens. Des peurs, mais folles, de manque. Ça, la peur du manque, elle te sidère, en fait. Tu peux pas avancer avec une peur du manque. Mmh. Tu peux pas entreprendre, tu peux pas aller de l'avant, en fait. Si tout le temps on te dit: «Ah non, mais attends», la petite voix interne te dit: «Ah non, va pas faire ça, attends, Tu te rends tu sais compte? que tu vas pas y arriver». Bah, si tu testes pas, de toute façon, tu peux pas y arriver et ça va avec la confiance en soi, en fait. Ouais. L'ancrage, J'adore cette petite voix. Si à chaque fois que tu fais quelque chose, que tu veux oser faire quelque chose, tu as une petite voix qui dit: «Ah mais attends, non, tu peux pas faire ça, c'est dangereux. Ah mais non, tu peux pas faire ça, sinon tu as pas ton salaire à la fin du mois. Bah non, mais tu peux pas faire ça, sinon, ça se fait pas dans la famille aussi». ouais. Ça peut être des choses comme ça. Complètement et tu vois la petite voix quand mon amie m'avait proposé, de cuisiner pour, ce séminaire, en fait la petite voix elle était plutôt, chouette, c'était plutôt l'intuition qui m'a dit: «Heu, attends, tu hyper envie de le faire, ouais mais potentiellement tu te plantes» mais je me suis dit: «OK potentiellement tu te plantes, mais potentiellement tu réussis aussi, donc vas-y, au mieux ça marche et au pire, beh, tant pis, c'est one shot, c'est pas dramatique, mais au moins teste». Mmh. Et ce truc-là, c'est hyper, en fait, je pense que vraiment, il faut y aller, quoi.
faut On va faire, basculer tu du vois? coup ou revenir plutôt sur la naturopathie et qu'est-ce qui t'amène justement, qu'est-ce qui fait cette bascule? Parce que tu Heu, as beaucoup voyagé aussi, enfin, tu as toujours eu aussi cette âme un peu créatrice, cette âme d'artiste puisque tu m'as partagé, que tu dessinais beaucoup, tu faisais beaucoup aussi de terre, de poterie, ce genre de choses. Donc il y a toujours eu cette âme quand même de création. Mais là où tu te sens alignée, si je puis dire, c'est la naturopathie. ouais, c'est ça. En fait, j'ai vécu, au Mexique et au Maroc pendant 2 ans et demi, donc c'est des moments où j'ai pu, faire, ouais, beaucoup de céramique, par exemple, je travaillais des objets en béton avec une amie, enfin, on s'éclatait. Mais aussi j'ai pu, apprendre beaucoup, enfin, j'ai rencontré des gens qui étaient, naturopathes ou qui étaient en lien avec la santé à ce moment-là. Je voyais les choses, en fait, moi, j'aime bien ouvrir un large panel et je me disais, bon, bah, la création manuelle, c'est quand même chouette. Et j'arrivais pas trop à accéder. En fait, tu sais, parfois, tu as toutes ces petites choses, ces petites portes qui s'ouvrent et puis tu as toutes ces portes en face de toi. Tu as envie de faire plein de choses, mais tu sais pas exactement. Et je pense que j'avais encore des résistances du burn-out avec les petits résidus qui te disent bah non, en fait, t'es nul, n'y va pas, tu vas pas être capable. Et un jour, en fait, bah, suite à une séparation, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, mais fonce en fait, vas-y, c'est maintenant. Ça a fait, tu vois, j'habitais au Maroc, je dessinais des tapis. J'aurais très bien pu aller dans la classe et les faire. Travailler avec des artisans pour les faire. Pareil avec les céramiques, tous ces petits trucs de résidus, ça c'était quand même 5 ans après, hein, le burn-out. Me disait: «Non, non, 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 le fais pas». Puis finalement un jour, déclic, Si, go, j'y vais. j'y vais et en fait, je me suis mise dans ces études, ce qui est pas évident, hein, quand tu as 30 ans de te remettre dans tes études, parce que je crois que tu l'as vécu aussi. Je l'ai vécu à 2 reprises, ouais, je te confirme. Réapprendre, on n'est plus vraiment habitué à passer, 7-8 heures, devant des cahiers à apprendre, faire, mais c'est hyper intéressant parce qu'on reconnecte des parties de notre cerveau, c'est génial. Finalement, bah, ces études, elles m'ont fait rencontrer, plein de nouvelles personnes qui m'ont apporté beaucoup aussi, tu vois? C'était des nouvelles façons de vivre, des nouvelles, Alors justement, tiens, comment est-ce que tu définirais, toi, la naturopathie? Parce qu'il y a plein de gens qui connaissent pas trop ou qui mettent plein de choses derrière la naturopathie. C'est quoi, pour toi, être naturopathe aujourd'hui? Être naturopathe aujourd'hui, c'est une approche, du vivant, où tu vas faire en sorte d'observer quels peuvent être les potentiels déséquilibres d'une personne et faire en sorte que, bah, ces personnes-là retrouvent l'équilibre via des techniques manuelles ou des techniques naturelles. Les plantes, tu travailles sur l'alimentation, tu travailles sur le sommeil, l'activité physique, l'activité, psychique et en fait, tu vas essayer de retrouver l'équilibre sur tous ces plans, tout en cherchant, où peuvent être les déséquilibres dans l'hygiène vitale, en gros. Mmh. Parce qu'en fait, on considère que chaque personne a un terrain propre, elle a des besoins propres et on va, bah, chercher à faire en sorte qu'elle respecte au mieux ses besoins. Les tiens peuvent vraiment, être différents de ceux de ton mari ou de tes enfants. Mmh. Souvent, si c'est tes enfants, ils héritent, donc c'est un petit mix, mais faire en sorte que les gens aillent bien, tout le temps. Et c'est intéressant parce que du coup, tu dis à la fois à travers de la nourriture, l'alimentation, mais aussi à travers le sommeil, aussi à travers l'activité physique. Il y a un côté vraiment, 360 et énergie hygiène de vie, globale, je dirais, Oui. pour soutenir, cette énergie, qu'on a chacun, chacune en nous, qui est Bah, oui, intéressant. en fait, tu pars, du principe qu'en gros, si, 80 du temps, tu te nourris bien, tu apportes les bons nutriments, les bonnes vitamines, la bonne hydratation, tu mets en mouvement ton corps, tu fais en sorte que tes pensées ou ta sphère, psychique soit saine. Tu fais circuler, tu mets du mouvement, tu mets du vivant, ça marche quoi, ton corps il fonctionne bien. Tu es pas Mmh. en surplus, tu vois? Tu lui apportes, oui, les bons nutriments au bon moment dans la journée, c'est facile pour ton corps, tu vois? Alors que si tu donnes, à ton corps des éléments dont il a pas du tout besoin, c'est du travail en plus. C'est un peu comme un employé, tu lui donnes, Travail en des plus tâches, et bah inutile. c'est inutile. Inutile, dépense, d'énergie, du coup tu te fatigues et donc tu te fatigues inutilement et vraiment, ça change tout. Tu vois? Rien qu'au niveau de l'assiette,
Si tu as une assiette qui est simple avec des produits bruts de saison, des bonnes vitamines, des légumes qui ont bien poussé, tu fais des cuissons qui sont douces, des bonnes huiles, des bonnes protéines, tu as ton assiette qui est devant toi. Ben, en fait, ton corps, ton foie, il est trop heureux, quoi. Il a moins de travail. En fait, c'est donner moins de travail. C'est se simplifier clairement la vie, quoi. Et c'est pas triste, en fait, vraiment, moi, c'est Non, ça. c'est ce que j'ai vraiment adoré dans ta cuisine, c'est ce côté global de soins et non, c'est tout sauf triste, au Ouais, contraire ouais. et puis Et c'est tu te hyper donnes bien. gourmand, hyper généreux et toutes les personnes qui sont venues en retraite, avec moi et qui ont du coup goûté, à ton savoir-faire, sont toutes reparties en disant effectivement: «1 j'ai beaucoup plus d'énergie, 2 ça fait bouger des choses dans mon corps, mais aussi dans ma relation à la nourriture». Pour certaines et aussi dans ma compréhension de ce dont j'ai besoin en ce moment, puisque ça Bah varie oui. aussi. Oui, ça varie, surtout quand tu es une femme, tu vois? Oui, c'est encore plus. Où on n'a pas les mêmes besoins, suivant, les périodes, du mois, de notre cycle, Mmh. dans les saisons, donc oui, c'est hyper important d'être à l'écoute. Quand tu as créé ta pratique, ton cabinet et ton équilibre justement, puisque bon, OK, il y a la naturopathie, mais j'avais vraiment envie de partager cette renaissance en fait, de Louise. Tu Mmh. as créé ton activité, tu t'es formée bien évidemment, tu t'es autorisée à chercher pendant quelques années aussi à explorer, on va dire et quand tu crées cette pratique dans ton cabinet avec cette activité de chef, qu'est-ce que cela a changé dans ton rapport au temps, à l'énergie, à la valeur justement? Rapport au temps, alors, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Quand tu es entrepreneur, en fait, ton temps, c'est à plein temps, tu penses tout le temps à ce que tu vas faire. Il y a pas de porte de sortie et porte de bureau, donc tu entres et enfin, c'est tout le temps là. Il a fallu que je pose, des petits créneaux, en tout cas, moi dans ma semaine, pour me dire: «Là, c'est obligatoire, le lundi matin, je commence par, du yoga, pour lancer ma semaine. Le jeudi matin, il y a du yoga aussi, je vais en faire dans la semaine aussi», mais en tout cas, il y a ça, il y a des moments dans la semaine qui sont bookés, pour avoir au moins, ces fenêtres de De moins, non-travail. de non-travail, parce que je sais que le reste du temps, en fait, mon cerveau va être, tout le temps stimulé et tout le temps en activité, en action pour se dire, «Ah oui, potentiellement, n'oublie pas, ceci. Ah oui, pense à ça. Ah oui, ça», et puis finalement, moi, tu vois, c'est un travail passion, donc clairement, que ce soit, des lectures, autour de la santé, que ce soit, des rencontres. Au final, mes amis quand même, il y en a beaucoup qui travaillent, dans ce domaine-là. On en parle, Tout le beaucoup, temps. et donc il faut aussi des moments, sans ça. Même si c'est une passion, hein, mais oui, c'est La apprendre à trouver difficulté d'entreprendre et dans les dirigeantes ou les entrepreneurs, hommes ou femmes que j'accompagne, c'est la difficulté effectivement de ne pas penser au travail, de ne pas être dans ce monde du travail. Parce qu'effectivement, bon, quand tu es salarié, tu peux l'avoir aussi, mais il y a quand même ce côté de «je ne suis pas au bureau». Il y a une accessibilité à ce off mmh. qui est parfois un peu plus facile. Quand tu es entrepreneur ou dirigeant de ta propre boîte, c'est différent effectivement. Bah, ouais, c'est ça. Et aussi, au niveau de la temporalité, moi je sais que maintenant, en fait, j'ai une vision, sur le long terme. Mmh. Chose que j'étais incapable, vraiment c'était impossible pour moi de me dire, «Dans 6-7 mois, je vais faire ça, je vais être là». Pour moi, c'est un calvaire. C'est atroce de me dire ça, et maintenant, en fait, ça me sécurise de me dire: «OK, au mois de septembre, il va se passer ça, au mois de novembre», et en fait, étant donné que je fais des choses qui me font, plaisir, qui me mettent en joie, tu vois? De savoir qu'au mois de février, j'ai une retraite, avec une amie, et en fait, on est tellement en joie de faire cette retraite. On a déjà tellement pensé à la suite qu'on a déjà programmé, celle qui va suivre au mois de novembre. Il y a Alors des choses je fais une que parenthèse, du coup, sur cette retraite. Je mettrai, le lien vers, ton profil Instagram. Si vous avez l'occasion de faire une retraite avec Louise, allez-y, hein, foncez! ouais, ouais, d'autant que c'est vraiment, en plus, c'est une retraite autour du cortisol, qui est l'hormone du stress, donc ça fait quand même assez sens avec, tout ce qu'on se dit là maintenant. Ce stress, qui est là un peu, suractivé sans cesse.
Et là, on va plutôt chercher à aller chercher le moins et comment mettre du moins et comment, oui, trouver ces espaces en fait au quotidien de respiration, de mouvement, hyper important. C'est ce qu'on Mmh. disait avant, quoi. Justement, quel est ton regard, j'ai encore 1 ou 2 questions après, on va clôturer ici, mais quel est ton regard aujourd'hui sur le monde du travail? Puisque tu rencontres beaucoup de personnes d'horizons très différentes, à la fois dans le cabinet, mais aussi dans les différentes retraites ou séminaires que tu pourvois en nourriture saine. Avec ce recul et après l'avoir quitté, quel est ton regard justement sur ce qui se passe sur les 2-3 dernières années là? En fait, quand, j'observe, je me dis qu'il faut, beaucoup de courage et d'abnégation pour, travailler, et pour être employé, dans ces conditions. En fait, je trouve ça super dur. Vraiment, je trouve que en fait, les techniques sont dures, le rythme, il est dur. J'ai pas l'impression que l'humain soit au centre, en fait. Mmh. J'ai l'impression qu'il y a une déconnexion et parfois j'ai du mal, moi, en tout cas, à mettre du sens là-dedans. Dans Ouais, ces rythmes que je trouve, complètement, impossibles à tenir sur du long terme. Ces pressions, qui sont mises, ça n'a aucun sens, quoi. Enfin, vraiment, quand je pense au fait que ce soit des humains qui pensent à d'autres humains, je ne comprends pas. Et aussi, je me dis qu'il y a une telle, déconnexion entre donc ces humains, leur corps, leurs besoins, ce qui est demandé et donc il y a une déconnexion, de sens et comment tu peux remettre, du sens, là-dedans, quoi? Tu vois? ouais. Je trouve ça ouais, de remettre du sens, du vivant, je pense que c'est hyper important, quoi. En tout cas que ces personnes-là aillent chercher des moments de reconnexion pour écouter justement, les signaux, du corps, qui sont parfois, Mais ouais, comment il y a une vraie déconnexion entre ce dont on a besoin en tant qu'être vivant, animal, tout simplement. Et là, on enregistre cet épisode sur cette fin d'année, début d'année. Forcément, c'est l'hiver, on est tous beaucoup plus fatigués, on a besoin de plus de repos, plus de sommeil, mmh mh. puisque, bah, les journées sont plus longues, notre corps nous incite à ça. Combien de personnes refusent d'ajuster leur temps de sommeil ou de s'autoriser à aller se coucher 1/2 heure plus tôt ou 1 heure plus tôt, Ah oui, par oui, c'est exemple? clair. Il fait nuit à 17:00, enfin, aller se coucher à 23:00, c'est tard, quoi. Mmh. Profitez de ce moment de nuit, dormez, quoi. Écoutez le rythme. C'est vrai que le rythme de la nature, il est assez bon et je pense que c'est pas mal de se connecter justement un peu plus à ça et être à l'écoute au final. Toujours ça. Je vais avoir une double question pour clôturer, Louise, qui va être, la première, ça va être: qu'est-ce que tu dirais à la Louise d'il y a 10 ans? À celle qui était au fond du gouffre, qui était en sidération? Je lui dirais, «T'inquiète, ça va aller». Parce que ma meilleure amie m'avait dit, «T'inquiète, ça va aller» et en fait, elle a raison. C'est une étape, certes inconfortable, mais Oui, c'est une étape, il va falloir, surfer la vague, quoi, au se final. prendre à quelques rouleaux, un peu de sable. Ouais, parfois la vague, elle est mais après, en fait, c'est super, si tu peux trouver des belles clés et puis surtout, tu peux aussi poser des limites, savoir ce dont tu as vraiment pas besoin. C'est juste l'apprentissage d'une vie, c'est le chemin. C'est pas linéaire, parfois, tu passes par il y a des détours et c'est OK et puis c'est OK parfois de se planter, il y a des super réussites mais c'est bien aussi de se dire: «Tout ne peut pas être ultra lisse». On Oui et puis les plante super réussites ultra lisses comme tu évoques, c'est uniquement le sommet immergé de l'iceberg souvent. oui, On voit pas tout ce qu'il a fallu pour en oui. arriver là. On voit pas tous les essais qui ont pas forcément été hyper concluants. Je préfère le mot essai à échec, tu vois? Et plus on essaye et plus on crée. Oui, puis c'est le vivant, quoi, c'est tout. C'est OK, on n'est pas infaillible, ça va, quoi, tout va bien. Et tu aurais une phrase ou un mantra qui toi, t'a porté et qui pourrait justement accompagner, celles et ceux qui nous écoutent? Une intention? Une phrase ou un mantra, moi, ce serait plutôt d'écouter, la petite, voix interne, d'apprendre à écouter son intuition et de se dire, «OK, si je dois passer par là, go» et puis écouter, en fait, moi, quand ça vibre à l'intérieur, quand ça me met en joie, c'est le bon signal, en fait. Ouais. Si j'ai des petites la si vraiment, on me parle de quelque chose, d'un projet et que, ça commence à vibrer en mode: «Ouh, ça va être trop génial», là, j'y vais. En revanche, s'il commence à y avoir des petits espaces de tension,
Ça, clairement, maintenant, je dis non, stop. Même si il y a la promesse est super haute et géniale, et puis c'est dans un beau paquet, et ça va être génial potentiellement. En fait, voilà, c'est ça. C'est si ça met en joie, c'est que c'est bon. Ouais. Si c'est un grand oui et que ça vibre, go, Ça. Mais il faut sinon vraiment que ce soit next. en adéquation avec mes valeurs, en adéquation avec mes envies. Après, tout ne peut pas être forcément tout rose, mais et facile, hein. Parfois, c'est pas facile, mais si ça vibre et que bah, moi, j'ai trop envie de foncer, quoi. Et dans ce cas-là, c'est possible. Tout est possible. Ouais. Alors Louise, je vais te remercier encore une fois et même 1000 fois d'avoir pris le temps d'être à mon micro. Franchement, j'ai une chance incroyable, moi je trouve, de t'avoir rencontrée. Vraiment, je le pense sincèrement. Tu fais partie de ces personnes qui marquent, en toute humilité, encore une fois, qui montrent, sans prouver, sans chercher à convaincre, qu'un autre équilibre est possible, qu'une autre façon de faire. Mmh mh. Et surtout qu'une renaissance est possible. Alors, même si elle comporte quelques étapes un peu difficiles, ça j'en conviens, peut-être qu'après tout, c'est une espèce de rite initiatique. Je me pose la question, très franchement. Et à celles et ceux qui nous écoutent, eh bien, vous pouvez retrouver Louise sur Instagram sous le pseudo donc Viva Gaïa. Je mets le lien dans les commentaires de l'épisode. Vous pouvez la contacter directement, bien évidemment. Louise a d'ailleurs, donc cette retraite en février, c'est Oui, ça? du 20 au 22 février, ça se passe dans le Perche et on va faire du yoga, de l'ancrage avec, de la céramique. On va faire des bains de nature, on va, beaucoup respirer, on va bien manger, ça va être tout doux au coin du feu, quoi. Ah bah, génial, en février, ça peut être pas mal du tout. Puis de toute façon, pour la prochaine retraite Reset Your Mind, ce sera toi aussi qui prendra soin de nous et de nos estomacs. Donc, n'hésitez pas à soit vous inscrire à la newsletter, soit pouvoir ne rien rater des prochaines dates ou contacter Louise directement. Vous verrez que vous avez beaucoup à y gagner. Merci beaucoup, Louise. Merci Stéphanie, à bientôt. À bientôt. Pour être en contact avec Reset Your Mind, tu peux te connecter directement sur le site web www.reset-yourmind.com ou te joindre à nous sur la communauté Instagram à _reset-yourmind ou encore me rejoindre sur LinkedIn. À très vite!